We have here in the chamber today Ukrainian Canadian world veteran from the Second World War who fought the Ukrainian independence against the Russians and continues to support the troops today, even at his age of 98. Vive Hitler, vive la SS, à mort les Russes, Unka, Zelensky, Trudeau, ouais, vive Hitler, vive la SS, à mort les Russes. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Chers camarades, vous avez forcément suivi l'actualité de ces dernières semaines et, comme moi, vous avez dû bien rigoler avec le spectacle trudonien que nous avons eu la chance de vivre avec ce pauvre Yaroslav Unka, un vieux monsieur de 98 ans qui a eu le malheur de combattre dans la Waffen-SS. Alors, soyons immédiatement très clairs. Les Ukrainiens de la Waffen-SS 14e division galicienne numéro 1 furent avant tout des unités de représailles qui ont sévi très durement en Pologne, je crois, Slovénie, certains sans doute aussi, mais d'une autre division en France, notamment à Rodour-sur-Glane, si je ne dis pas de bêtises. Ce monsieur, je ne sais pas ce que lui a fait en particulier, il était jeune à cette époque-là, mais cette division SS a quand même fait de très mauvaises choses, même si elle a effectivement, à un moment donné, combattu contre les bolcheviks, c'est-à-dire contre les soviétiques, et ne pas confondre avec les Russes qui ne sont plus soviétiques depuis un certain temps, faut-il le rappeler à monsieur Trudeau. Alors bon, c'était ce spectacle, ce monsieur a été donc accueilli à l'Assemblée du Canada. Et il a été avec, il y avait Zelensky bien évidemment, et il a été ovationné par tout le monde, et notamment par Trudeau bien sûr, et Anthony Rota, le président de la Chambre des communes, qui du coup dans la foulée a démissionné. Monsieur Trudeau s'est excusé à la communauté juive de ce petit problème, de ce petit souci. Il n'était pas au courant bien évidemment, il ne savait pas bien sûr, et donc bon, il s'excuse, voilà, mais par contre il précise bien que il faut faire attention à la propagande russe qui risquerait de dire que c'est un ancien de la Waffen-SS. Ah non, c'est un ancien de la Waffen-SS. Bah alors, que va dire les Russes? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir argumenter, les Russes? Si c'est vraiment un ancien de la Waffen-SS, ils vont pas pouvoir mentir, puisque c'est le cas et ça a été reconnu. Bon, je ne sais pas, en tout cas, Trudeau nous a dit « Méfiez-vous de la propagande russe », parce que quand même, un Waffen-SS, ça tue des Russes. C'est compliqué, hein? Ouais, c'est compliqué. Voilà, bon, enfin bref. Donc, dans ce délirium total, Trudeau dit bon, on s'excuse à la communauté juive, oui, alors les Waffen-SS, notamment ukrainiens, ont même gardé des camps hein, avec les Totemkov, ont gardé les camps de concentration, ont participé donc à la Shoah par balle et par gaz. Ils n'ont pas été gentils avec les résistants, même en France, mais quand même, ils tuent des Russes. Ils ont tué des Russes et ils continuent à tuer des Russes aujourd'hui, les SS ou les pseudo-SS V2. Enfin voilà, donc c'est très drôle, enfin c'est drôle, non c'est pas drôle, puisque lorsqu'il y a des morts c'est jamais très drôle, mais c'est quand même comique cette situation. Je rappelle aussi au passage
que le Canada alors l'Ukraine, bien évidemment, a décrété qu'en fait les anciens SS n'étaient pas nazis ukrainiens, hein, et qu'on pouvait utiliser toute la symbologie SS, etc. C'était pas du tout nazi, c'était pas hitlérien en fait. On s'est trompé. Et le Canada, lui, a même fait une conclusion, un rapport, comme quoi tous ces anciens Ukrainiens SS, en tout cas, étaient des très bons citoyens, très gentils, et qu'ils avaient surtout combattu les méchants Russes, point à la ligne. Ce qui est, en termes de soviétiques, oui, ils ont combattu les soviétiques, c'est tout à fait exact. Alors, donc en 2015, le gouvernement ukrainien a adopté une loi sur l'interdiction de la propagande nazie communiste, et les autorités ont précisé cependant que les insignes de la 14e division SS n'appartiennent pas à la liste des symboles de diffusion à l'usage public interdits en Ukraine. Il y a même des marches commémoratives, etc. Enfin voilà. Donc en fait c'est du 2 poids 2 mesures en permanence. C'est du n'importe quoi. Donc soit on est SS, soit on n'est pas SS. Je veux dire, soit on a prêté serment sur Hitler et Himmler, soit on l'a pas fait. Mais on peut pas le faire à moitié. Et puis après, voilà. Bon, bref. Donc, je vais vous dire un peu ce que c'est que je termine l'introduction. Je rentre dans la partie historique. Alors, c'est quoi la SS Et avant de parler de la SS, je vais vous parler de la SA. En fait, en Allemagne, dans les années 30, quand Hitler a commencé, enfin quand le NSDAP s'est développé, il y a eu ce qu'on appelle, alors avant ça, après la Première Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on a appelé les corps francs, c'est-à-dire en fait des anciens militaires allemands qui ont combattu le communisme, qui devait émerger en Allemagne avant la Russie, hein. C'était l'Allemagne la cible, et il y a eu des batailles, rangées et pas rangées d'ailleurs, avec les corps francs qui combattaient le communisme, d'anciens militaires. Et puis quand le NSDAP, le parti des socialistes, national-socialistes des travailleurs allemands, s'est développé, eh bien Hitler a créé une garde rapprochée qui était les SA. Alors SA, ça veut dire Sturmabteilung. Sturmabteilung, pardon. Ça veut dire quoi? Sturm, ça veut dire tempête ou assaut. Et Abteilung, ça signifie section. Donc c'est la section d'assaut, si vous voulez. Et donc les SA, c'était les premiers. Donc on les appelait les chemises brunes parce qu'ils ont racheté un vieux stock de chemises brunes à l'Autriche, qui était pour les colonies. Mais bon, à cette époque-là, il y avait déjà plus de colonies. Et donc, on les a appelés les chemises brunes, et ces SA, c'était des anciens, entre guillemets, de la 14-18, des anciens des corps francs aussi beaucoup. Et c'était plutôt des prolétaires, et beaucoup d'entre eux avaient été au Parti communiste avant, hein. C'était plutôt des prolos, des gens de la petite société, et un peu des sauvages, on va dire, hein, des castagneurs, quoi, des bagarreurs. Mais ils ont fait le coup de main et ils ont servi au NSDAP, et notamment dans les premières heures, les premières années, ils ont sauvé la vie d'Hitler plus d'une fois parce que Hitler allait parler dans des bars, etc. C'était très chaud à cette époque-là, hein, même avec les antifas, parce que les antifas existaient. Donc il y avait vraiment des batailles rangées à coups de baramine et plus. C'était violent. Voilà. Donc ça, c'est les SA. Et les SA, on va dire que c'était Rhön. Et les SA voulaient aller dans la révolution totale avec les frères Strasser, le strasserisme. C'était quoi? C'était la révolution, c'était une révolution sociale nationale, mais socialiste, anticapitaliste. C'était quand même très marqué. Et je pense que si les SA n'avaient pas été massacrés lors de la nuit des non-couteaux par la SS, justement, dont je vais parler après, à la solde du grand capital bourgeois qui avait peur du communisme, les SA auraient très bien pu trouver un arrangement avec les communistes sur une longue durée. Et cela aurait changé la face du monde telle qu'on la connaît aujourd'hui, mais c'est une autre histoire. Donc voilà un peu pour les SA. Donc Rhön, son commandant, il y a à un moment donné, si vous voulez, Hitler a été mis devant un choix. Ses financiers, c'est-à-dire les industriels, hein, la haute grande bourgeoisie allemande, mais pas que, aussi internationale, hein, Ford, etc., lui ont dit, écoute Adolphe, mon petit Adolphe, soit tu continues avec nous et on te finance et tu vas tu vas prendre le pouvoir en Allemagne, tu vas devenir chancelier. Mais par contre, les SA, ces révolutionnaires nationaux socialistes, à la Strasser, des frères Strasser, ça on n'en veut pas, hein. C'est des excités, on les contrôle pas. Ces mecs-là, ils veulent faire la révolution, ils sont contre le capitalisme. Quand je dis capitalisme, c'est dans le sens du grand capital, hein.
il faut les éliminer. Donc, les SS avaient été créés depuis quelques années aussi, parce que les SS ça a été créé quelques années après les SA en fait. Hein. C'était un truc concurrent. C'est-à-dire, il faut bien comprendre que le régime national-socialiste est un régime darwinien, dans un grand bordel organisé avec beaucoup de concurrence, des services qui se tirent dans les pattes. Et la SS et la SA, c'est exactement ça. Donc Himmler, le chef de la SS, lui qui est un petit bourgeois, Himmler, hein, petit bourgeois, qui est un ingénieur agronome, rien à voir avec Röhn et tous les gars de la SA. Hein. C'est tout à fait le contraire, plutôt un mec un peu frustré, qui n'a pas fait la guerre, qui était puceau jusqu'à 30 ans. Enfin voilà, vous voyez à peu près le personnage, qui buvait pas d'alcool, etc. Bon, il monte une cabane contre Röhn et on l'accuse d'avoir touché de l'argent des services secrets français, etc., etc. Aussi d'homosexualité, mais il était homosexuel, hein, Röhn, il n'y a pas de doute là-dessus. Bref, c'est la nuit des longs couteaux, les SA sont démis et exterminés. Grégoire Strasser est assassiné, Otto Strasser réussit à s'échapper. Voilà, donc les SS prennent le pouvoir, Hitler prend le pouvoir, le grand capital prend le pouvoir contre le bolchevisme et le communisme, qui est le grand danger du siècle. Alors voilà un peu maintenant pour les SS. Bon alors SS ça veut dire quoi? Ça veut dire Stufstaffel, Stufstaffel. Mon accent n'est pas extraordinaire en allemand. Hein. Escadron de protection. Alors ça a été créé en 25, juste quelques années après les SA, et ça devient une police une police privée, des sections privées, et ça va devenir un peu plus tard la Waffen-SS, qui sont des soldats. Hein, à ne pas confondre avec les SS politiques, comme les Totemkampf qui s'occupaient des camps d'extermination, de concentration-extermination, ou d'autres sections comme l'Annenwerbe, qui étaient aussi des SS, mais eux, entre guillemets, scientifiques, de la recherche de l'ancêtre arien, hyperboréen, etc., etc. Bon, si vous voulez plus d'enseignements, je vous invite à lire Doggerland, une petite histoire du racisme. Tout est expliqué, c'est un livre gratuit que vous pouvez télécharger, le lien sera en descriptif. Bon voilà, donc les SS étaient plutôt généralement issus de la classe moyenne, petite bourgeoisie, hein, comme je vous disais, les SA plutôt des prolétaires. Donc d'un point de vue politique, les SA étaient beaucoup plus radicaux, et les SS, eux, étaient une unité très très fanatisée pour la partie non Waffen-SS, c'est-à-dire pour la partie un peu politique, sous Himmler directement, au château du Teutoburg. Donc Himmler, il a réinventé une religion, hein. Je vous invite à lire Doggerland là-dessus, je vais pas parler de ça maintenant, mais enfin bon voilà, les anciens dieux. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la fin du 18e siècle, début du 19e siècle, il y a eu un grand mouvement Völkisch en Allemagne, populaire, qui a rejeté un peu le christianisme et qui a remis en scène les anciens dieux germains, hein, Wotan, Odin, Thor, et ainsi de suite, les dieux indo-européens, si vous préférez. Bon, lire Doggerland. Bon, voilà. Donc, les SS sont quand même, pour une partie d'entre eux, c'est-à-dire les Totemkampf, les têtes de mort, très fanatisés. Mais au début, pour devenir SS, il faut être de sang à rien. Après, ça, je vais faire quelques parenthèses parce que c'est assez rigolo, on va en parler après. De sang à rien pur, une certaine taille, je sais plus, 1m70 ou 65, voilà, sportif, etc., etc., etc. Bon. Ils sont habillés par Hugo Boss, donc c'est pas comme les SA qui avaient récupéré des vieux surplus. Ils sont assez fanatisés et ils prêtent serment sur à la vie et à la mort sur Hitler et Himmler. Donc ce vieux monsieur ukrainien qui était de la Waffen-SS a prêté serment, monsieur Unika Jaroslav a prêté serment sur la tête d'Hitler. Hein. Ça c'est pas donc que monsieur Trudeau explique. En fait, il y a des bons SS et des mauvais SS. Non, il n'y a que des SS. Il n'y en a pas des bons ou des mauvais. Il y a SS ou pas SS. Voilà. Donc, le procès de Nuremberg a quand même déclaré donc, les SS comme une organisation criminelle. Bon, voilà. Alors, les SS ukrainiens, effectivement, c'était surtout des unités de représailles, d'extermination, de Shoah par balle, d'extermination des Juifs. Hein, je vais mettre quelques photos. Par balle, donc ce qu'on appelle la Shoah par balle. Et notamment des répressions de mouvements de résistance, même en France, hein, mais en Yougoslavie, en Slovénie, en Pologne bien sûr, etc., etc. Alors il y avait donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Waffen-SS, elle s'est créée plus tard quand il y a eu des besoins réellement lors de la campagne de Russie. Et la Waffen-SS, j'en parlerai après,
Et là, on peut dire que c'était quand même plus mixte. Alors les SS Totemkampf, ça c'est vraiment les gardiens de concentration, etc. Et ensuite la Nonnerbeu qui était une section plus scientifique, et les Totemkampf Verbanden qui étaient aussi des paramilitaires, etc. Et vous aviez aussi tout ce qui était aussi les Lesbournes, etc. C'était les camps de reproduction pour la race allemande, etc. Donc tout ça, c'est des sections du SS qui allaient au château de Teutobourg suivre des rites initiatiques, copiés sur les francs-maçons, des choses comme ça, avec le soleil noir. Allez voir ma vidéo sur le soleil noir. Et eux, ils étaient vraiment fanatisés. Ils n'étaient pas du tout chrétiens. Ils étaient croyaient aux dieux germaniques. Les mariages étaient tout à fait organisés. Pour se marier, il fallait demander l'autorisation à Himmler. Il fallait que la femme soit de sang pour rien. Ce n'est pas du tout le cas de la femme SS qui arrivera après. Okay, alors là, voilà maintenant pour la partie un petit peu introduction. Historique, je veux dire, l'introduction, je vais terminer. Je vais juste terminer sur un exemple de la Waffen-SS qui est la division Charlemagne. Alors les Français, au début, ont créé la LVF, qui était la Légion des volontaires français, pour combattre le communisme. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en 1941-42, l'Allemagne nazie donc, a commencé l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique pour combattre le bolchevique. Il faut bien comprendre que la moitié de l'Europe soutient les Allemands dans ce sens-là. Moi, mon grand-père suédois a soutenu le régime nazi contre les soviétiques, parce qu'il y avait la guerre en Finlande. Donc, si vous voulez, la moitié de l'Europe était avec les Allemands. Même les Anglais ne le disaient pas ouvertement, mais Churchill, il était un anticommuniste primaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu des volontaires de pas mal de pays, donc, dont la FDF, qui ne sont pas des SS à la base. Hein. Ils devaient combattre en uniforme français, ils étaient sous la direction d'officiers français, mais c'était des volontaires contre le communisme. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après, ils ont été, je crois qu'il y en avait 5 ou 7 000 sur les 30 000 qui ont été retenus. Ils ont combattu, ils se sont fait pas mal massacrer. Également pour la Galicienne numéro 1 ukrainienne, hein, quand ils se sont combattus contre les soviétiques, ils se sont bien combattus. Hein, ça, il faut absolument le reconnaître. Après, les Français ont été remixés avec la SS, la Waffen-SS division Charlemagne, qui étaient des nouveaux volontaires. Mais déjà à cette époque-là, quand on parle des années 42, c'est plus du tout les SS fanatiques entre guillemets du proche d'Himmler. C'est pas des, on peut être chrétien. Léon de Grelle de la Waffen-SS Wallonie était tout à fait catholique, etc. On lui a pas demandé de prêter serment sur Odin, etc. C'était fini, ça. Ça, c'est le petit carton de Himmler, l'entourage de Himmler. Ça, c'est les SS Totemkopf. Mais les Waffen-SS sont des soldats, donc d'élite, on va dire, entraînés, qui ont combattu vraiment vaillamment sur le front de l'Est, et notamment la division Charlemagne, elle a combattu de manière excellente. La division Charlemagne, c'est les derniers à avoir combattu à Berlin, j'en parlerai après. Hein. Mais voilà, je fais une petite distinction entre les Waffen-SS, qui étaient des volontaires contre le communisme, pas du tout. Bon, alors bien sûr, ils prêtaient serment sur Hitler et Himmler, hein, bien sûr, c'était des SS, mais c'était pas du tout des fanatiques religieux d'Odin, etc., etc. Hein. Alors maintenant, pour terminer là-dessus, la petite anecdote, c'est que les derniers combattants à Berlin, autour du bunker de Adolf Hitler, c'était la division SS Charlemagne. Sur les milliers qui étaient engagés quelques années auparavant, il y en a 500 qui ont survécu et qui ont combattu à Berlin, dans des combats acharnés. Hein. Et les Français étaient les derniers à combattre. Bon, il y avait les Allemands bien sûr, mais c'était parmi les derniers à combattre étaient des Français qui ont combattu de manière totalement vaillante et tout à fait dans l'esprit un petit peu fanatique, on va le reconnaître tout de même, des SS, mais de la Waffen-SS, contre le communisme. Voilà. Donc ça, c'est pour l'anecdote. Maintenant, je rentre dans la partie philosophique. Alors, je vais vous mettre une photo d'un soldat allemand représentant
c'est le soldat allemand parfait, hein, regardez, eh bien ce monsieur en fait était juif. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Allemands, au début de la guerre, Hitler, le parti national-socialiste, au début de la guerre, enfin au début de la prise de pouvoir dans les années 30, voulait se débarrasser des juifs. On parle des juifs allemands, d'accord? Ne pas confondre les juifs allemands qui sont des Ashkénazis, avec les juifs de l'Est qui sont des orientaux. Les juifs allemands, vous avez vu la photo, je vais vous en mettre une autre, où Émile Maurice, par exemple, le garde du corps et chauffeur personnel de Adolf Hitler, était aussi d'origine juive, et il a été SA et SS. Et d'ailleurs, Himmler voulait un peu le foutre dehors, parce que Himmler, lui, c'était vraiment un débile, hein. Mais Hitler faisait des exceptions, qui se comptaient sur les doigts des mains, hein, faut pas rêver, mais il y avait d'autres juifs qui ont été dans la SS. Tout ça pour dire qu'en fait, dans ces années-là, le sionisme, Herzl, le mouvement sioniste, a fait un deal avec les nazis, qui sont les accords de la Aarava, pour le déplacement des juifs allemands. Je parle bien de juifs allemands en Palestine. Ce deal a été fait aussi pour arrêter le boycott juif international contre l'Allemagne. L'Allemagne, enfin les juifs mondiaux, américains, surtout anglo-saxons, ont déclaré la guerre à l'Allemagne, économiquement bien évidemment, et l'Allemagne à cette même époque-là a déclaré la guerre économique aux juifs en Allemagne. C'était une guerre, on va dire, économique, et qui a fait assez mal à l'Allemagne tout de même. Et donc les Allemands ont trouvé un arrangement avec les sionistes, et les sionistes ont demandé aux juifs anglo-saxons de se calmer un peu, ce qui a été le cas, et ce qui a permis à peu près environ 60 000 juifs de s'installer, juifs allemands, hein, Ashkénazes, de s'installer en Palestine. Les juifs plus à l'est, c'est les Meshia, je crois, je ne suis pas sûr du nom, et les juifs d'Afrique du Nord. Ce qui est il y a trois catégories, on va dire. Il y a les juifs allemands, qui sont, vous avez vu le soldat parfait allemand qui était juif, c'est des Ariens, entre guillemets. Ils sont blonds aux yeux bleus, enfin ils ont plus rien à voir avec un Palestinien sémite. Ils ont gardé la religion juive, d'ailleurs ils se sont aussi mélangés. Même la femme de Goebbels, elle était d'une grande famille commerçante juive de Berlin. Donc ils étaient très intégrés. Je vous rappelle que celui qui a donné la croix de fer à Hitler était un officier juif que Hitler a protégé par ailleurs aussi. Hein, c'était ce que Hitler appelait les juifs nobles. Hein, ou les ariens d'honneur en fait. Vous devenez arien d'honneur, même si vous n'êtes pas arien, vous pouviez avoir la même considération qu'un arien. Si Hitler l'a décidé, ou Goebbels, ou pas Himmler, hein, parce que Himmler c'était un taré, ou je sais pas, un grand officier, Göring par exemple. Donc tout ça pour dire que les sionistes se sont arrangés avec le Parti national-socialiste. Je rappelle que le Bétard a défilé à Berlin en chemise brune dans les années 36. Les sionistes se sont arrangés avec les Allemands parce qu'ils avaient le même but, évacuer les Juifs d'Allemagne en Palestine. Et la Palestine a vu le jour, je dirais pas grâce au NSDAP, mais il a participé grandement. Ils avaient à cette époque-là un ennemi commun, qui était les Anglais, parce que c'est les Anglais qui dirigeaient la Palestine. Les sionistes tuaient des Anglais en Palestine parce qu'ils voulaient s'installer de manière violente. Voilà. Donc ça, c'est une anecdote historique, c'est des faits historiques. Tout ça pour dire que l'idée des nazis à cette époque-là, c'était pas l'extermination des Juifs, c'était l'évacuation des Juifs. Et d'ailleurs, l'extermination des Juifs a commencé plus tard, notamment avec les Juifs de l'Est. Donc quand l'Allemagne envahit l'Union soviétique, et d'ailleurs Haushofer, mon mentor en géopolitique, Haushofer, est d'origine juive aussi. Et c'est lui qui a inventé la notion d'espace vital, etc. Donc quand les Allemands envahissent l'Union soviétique, eh bien, là, ils se retrouvent avec beaucoup de juifs non allemands. Ce ne sont pas des Ashkénazes, ils ne sont pas protégés par les sionistes. Il faut bien le comprendre. C'est que, par exemple, en Israël, les premiers kibbutz, ces camps qui ressemblaient beaucoup à ce que faisaient les Allemands avec les Lebensburg, ces camps de bons juifs ashkénazes, c'est-à-dire blonds aux yeux bleus, comme la photo que je vais vous montrer, était interdite aux sémites ou aux juifs de l'Est. Les séfarades, ils ne pouvaient pas rentrer dans ces camps. Vous voyez, il y avait quand même à cette époque-là quand même une distinction entre les bons juifs, entre guillemets, et les mauvais juifs. Bon. Donc,
Les SS vont effectivement massacrer des juifs, la Shoah par balle, mais des juifs donc polonais, ukrainiens et d'autres pays russes, etc., etc. Mais en gros, ils exterminaient tous les Slaves, pour faire simple. Et les Ukrainiens de la Galicie numéro 1, eux, se prennent pour des Ariens, se prennent pour des Allemands, ou Allemands-Polonais, on va dire. Voilà. Donc, il y a eu cet accord-là. Il y a donc distinction, on va dire, entre les Juifs nobles, ce que Hitler appelait les Juifs nobles, les Juifs, les Ariens d'honneur, et les Juifs de l'Est, qui étaient au même titre que les Slaves, et qui étaient des Asiatiques, on va dire, d'une manière générale. Et ça, comprenez-le que d'un point de vue philosophique, ça existe toujours. Parce que quand Trudeau dit il faut se méfier, pour revenir à notre introduction, quand il dit qu'il faut se méfier de la propagande russe, etc., quand il emploie le mot russe, pour lui, ça veut dire les Russes d'Asie, c'est-à-dire ces hordes soviétiques, asiatiques. C'est ça dont on parle ici, qui vont déferler sur la race blanche, c'est-à-dire le monde occidental. N'oubliez pas ça, parce que c'est de ça dont on parle. Et donc, dans cette guerre de survie, entre guillemets, eh bien, les SS sont de nouveau un outil, parce que ce sont des combattants, au-delà du fanatisme qui peut exister, d'élite, et qui combattent vaillamment. Les Français de la SS Charlemagne, ils ont détruit 62 chars sur les 106 à Berlin, au Berlin Sud, vers le bunker d'Hitler. Donc ils ont réellement stoppé pendant un certain temps les Russes qui étaient mais je sais pas moi, 50 fois plus nombreux. Hein. Donc voilà. Rentrons maintenant dans la politique. Donc effectivement, lorsque Trudeau nous explique qu'il s'excuse, bon, il s'excuse tout de même, tu vois, il y a quand même eu des morts, il y a eu quand même des massacres de juifs, il s'excuse, mais qu'à moitié. D'accord ? Il s'excuse qu'à moitié. Pourquoi ? Parce que il a besoin des nouveaux Yaroslav Yunka, des SS. Il a besoin d'Azov, il a besoin des Ukrainiens de la Galicie, des Ukrainiens de l'Ouest qui se prennent pour des Allemands, pour, entre guillemets, sauver l'Occident dans ce paradigme totalement fou, pour sauver l'Occident, le monde occidental, notre standing de vie contre les hordes russes venu d'Asie, notamment avec bientôt Kim Jong-un qui va arriver, hein, vous l'avez vu, il a fait son petit tour de marché en Russie. Ces gens-là, je pense, sont sincèrement persuadés d'un danger russe total, c'est-à-dire qu'en fait, après Kiev, Poutine va envahir la Pologne, l'Allemagne, la France et ensuite le Canada, bien évidemment. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé ce assez bon, assez intéressant feuilleton sur Amazon, je crois, qui s'appelle Le Haut Château, qui est une histoire parallèle. Donc les Allemands et les Japonais gagnent la Seconde Guerre mondiale et effectivement les États-Unis sont devenus un territoire nazi. Ben voilà, et je pense qu'ils ont sincèrement peur de ça, mais réellement, en fait, ils ont peur de quoi ? Ils ont peur tout simplement de perdre un pouvoir économique, car maintenant, dans la conclusion, hélas, tout n'est qu'une question d'argent, de fric au final. L'invasion, entre guillemets, soviétique de l'Ukraine de l'Ouest et cette tentative sur Kiev, qui à mon avis était quelque chose d'assez étrange, un jour on comprendra peut-être, tout ça n'est que pour défendre des territoires riches en charbon et en gaz. Tout cela n'est qu'une guerre du gaz. Les ressources commencent à diminuer. On aurait atteint des pics gaziers et pétroliers. Enfin, en Norvège, il n'y a plus beaucoup de gaz. Hein. Et donc, l'Occident, je dis Occident, les États-Unis et son valet canadien et français. L'Allemagne, c'est même pas un valet, c'est un laisse-tu total. En fait, veulent défendre tout simplement leur précaré financier contre les pays émergents. Parce que ce n'est que ça. Le reste, ce n'est que du pipeau. Hein. Pour l'instant, on sort un ou deux anciens espèces, etc. On s'excuse un petit peu et puis au final, c'est un problème de gaz. Hein. Nord Stream 2 a été saboté par les Américains. C'est pas pour défendre le territoire ukrainien contre les bolcheviks
Ça, c'était en 42, d'accord? Ça a changé, ce n'est plus le cas. Ce n'est que un souci financier. Donc, si on arrive à s'arranger sur ces points-là, c'est-à-dire à partager un peu des ressources de manière sensée, peut-être que cette guerre pourrait s'arrêter. Je pense qu'aujourd'hui, des centaines de milliers d'Ukrainiens pour rien, parce que le pire, cette guerre va s'arrêter. Avec les territoires à peu près actuels, il n'y aura pas un retour des autres. Donc, tout ça pour rien. Effectivement, donc réfléchissons, prenons du recul et sachez que c'est juste une guerre financière comme une autre, comme toutes les guerres, la plupart des guerres d'ailleurs, où les très riches occidentaux veulent défendre leur standing de vie à eux, pas le nôtre, hein, le leur. Ils sont prêts à sacrifier des millions de vies, ils sont prêts à sacrifier l'économie européenne pour préserver l'économie américaine, parce que c'est ce dont on parle, c'est la préservation de l'économie nord-américaine, états-unienne et canadienne, qui est le valet des Américains. Ils préservent leur économie, pas l'économie de l'Europe. Hein. L'économie de l'Europe, elle peut crever, c'est pas très grave. L'économie russe, elle doit crever. L'économie chinoise aussi dans la foulée. Donc les Américains, au sens large, du Nord, les Nord-Américains, doivent commencer à prendre du recul et à lâcher l'affaire et à partager les ressources du monde avec les pays émergents et la vieille Europe. Sinon, on va droit dans le mur vers la 4e guerre mondiale, parce que la 3e a déjà lieu. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bon entendeur, salut, à très bientôt.